Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point sur les performances trimestrielles de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Nous en parlerons dans un instant avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur les différents investissements pour optimiser sa fiscalité alors qu'on y pense à l'occasion de sa déclaration de revenus à l'heure actuelle. Comment anticiper pour l'année prochaine? Nous en parlerons avec Thaïs Castan, associé au sein du cabinet L&A Finance, mais aussi avec Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité chez Lumet Avocat. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons comment protéger un enfant vulnérable avec Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de Bred Banque Privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les performances en matière d'ISR sur les marchés financiers. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Alors expliquez-nous, depuis le début de l'année 2025, comment se porte l'ISR en bourse? Quelles sont les performances de l'ISR? Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir de faire ce point régulièrement avec vous sur les performances des fonds actions européennes ISR. Et on ne va pas bouder notre plaisir. À chaque fois que je viens ici, je dis que ça se passe plutôt pas mal. Bien sûr. C'est vrai qu'on a un contexte relativement porteur. Les marchés actions en zone euro, en Europe, sont depuis le début de l'année sur des performances à deux chiffres, entre 10 et 15%. Après, quand on parle de la gestion ISR, je dirais on ne déroge pas au classique débat de moyen-long terme de la capacité à délivrer de la surperformance par rapport à des indices généralistes, bien sûr, comme l'Eurostoxx ou le Stoxx Europe. Et sur la gestion ISR et sur tous les marchés européens, la sélectivité, le stock picking a été clé. D'accord. Je dis des performances à deux chiffres, c'est vrai depuis le début de l'année, ou si on regarde sur un an, en gros, vous avez entre 10 et 15% de performance sur les indices Eurostoxx ou Stoxx Europe, mais vous avez 40% des valeurs de ces indices-là qui délivrent des performances négatives. D'accord. Donc c'était vraiment clé de faire, entre guillemets, choisir le bon cheval. Donc ça suffisait pas de faire de la gestion passive sur un ETF ISR, ça pouvait par rapporter, mais en tout cas, quand vous faisiez de la gestion active, il était important de ne pas se tromper dans la sélectivité. Okay. Et l'exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple du DAX, parce que c'est l'indice allemand qui surperforme depuis le début de l'année et depuis un an. Sur un an, le DAX 40 est à plus 30%. Et là, vous avez en effet plus de la moitié des valeurs qui sont dans le rouge. Alors, il y a des secteurs qu'on a en tête, l'automobile, la chimie, qui font face à des défis stratégiques structurels, mais même certains secteurs comme la santé ou comme la consommation, on est également sur des performances, sur un Beiersdorf, sur un Siemens Healthineers, on est sur des performances entre moins 10 et moins 15. Et donc, ce qu'on voit sur des indices nationaux, on le retrouve sur des indices ISR, enfin dans une thématique ISR. Et exactement, on peut le retrouver dans les thématiques ISR. Alors, quand on parle de gestion ISR, très souvent, dans les fonds actions, on sait qu'on a un biais qui peut être qualité-croissance. Oui. C'est encore plus vrai sur les fonds article 9, très souvent, qui sont des fonds positionnés sur des thématiques, des méga-tendances. Donc quand on parle de méga-tendances, on parle de croissance, et donc on a un biais qualité-croissance. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, et c'est vrai également sur un an, c'est qu'on a une sous-performance des valeurs de croissance par rapport à l'ensemble des marchés, et notamment par rapport au secteur value. Et c'est une sous-performance qui est assez notable, hein. C'est plus de 10 points depuis le début de l'année, et c'est plus de 15 points de sous-performance des valeurs de croissance sur un an. Donc c'est vrai que quand on regarde ce biais de style, et notamment pour des fonds article 9 thématiques de croissance, c'était un petit peu plus compliqué par rapport aux indices généralistes. Et ça, on l'explique comment? C'est le contexte économique qui l'explique? Alors, il y a, à mon sens, on a deux raisons. Il y a une première raison qui est liée à la fluctuation sur les taux d'intérêt. D'accord. C'est vrai que, notamment, on l'a connu en fin d'année dernière, après l'élection de M. Trump aux États-Unis, et les tensions sur les taux obligataires américains.
Et donc, cette tension sur les taux obligataires vient peser sur les valorisations de tous les actifs qu'on dit à duration longue. Et quand on regarde les marchés actions, il se trouve que ces actifs-là, ce sont plus des valeurs de croissance. Oui, donc ça, quelles que soient les thématiques ou quels que soient les secteurs d'activité. Quelles que soient les thématiques. Après, derrière les valeurs de croissance, c'est vrai qu'on est très souvent sur des sociétés un petit peu plus internationalisées. On l'entête depuis 15 ans, les belles sociétés de croissance, ce sont des sociétés qui étaient positionnées en Asie, notamment en Chine, ou aux États-Unis. Malheureusement, en Chine, depuis quelques trimestres, et aux États-Unis, depuis l'élection de M. Trump, on voit que le contexte est un peu plus compliqué et on manque de visibilité. Et donc ça, c'est venu pénaliser ces valeurs un peu exportatrices et donc pénaliser en relatif les valeurs de croissance par rapport au marché. Après, si on regarde un petit peu plus loin, notamment en termes de secteurs, on a des secteurs qui ont très très bien marché, et c'est vrai depuis le début de l'année, et c'est vrai sur un an, le secteur bancaire s'est largement démarqué, on a des performances à plus de 35 ou 40% sur ces périodes-là. Le secteur bancaire, sur certains fonds, est investissable, notamment on le retrouve... Sur certains fonds ISR ? Sur certains fonds ISR, pardon, et notamment sur les fonds article 8 qui ont un petit peu plus de latitude dans leur gestion. Sur des fonds article 9 thématiques, et pour certaines thématiques, il n'y a aucune relation avec le secteur bancaire. Si vous étiez absent de ce secteur-là, vous aviez très peu de chances de faire mieux que les indices. D'accord, ensuite, je comprends. On a d'autres secteurs ou segments qui ont très bien fonctionné sur les dernières semaines. On a en tête le secteur de la défense. Alors là, on arrive sur un long débat. Sur un grand débat sur est-ce que c'est de l'ISR ou non. Oui, bien sûr. Exactement. Alors, on est tous d'accord pour dire que sur certains segments de la défense, ce n'est pas investissable. Notamment les conventions d'Oslo ou d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions. Ça, vous ne retrouverez pas dans les fonds ISR. Ensuite, des fonds qui ont certains labels ISR au niveau européen ne peuvent pas investir dans le secteur de la défense. D'accord. C'est vrai sur le label belge, typiquement. Alors, c'est un label qui pourrait revoir sa position sur les prochains mois, mais en tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir sur le secteur de la défense si vous avez ce label-là. Dans ce cadre-là, le label ISR français vous permet d'investir sur le secteur de la défense. D'accord. Ça, c'est les deux premiers niveaux. Alors même qu'on est sur une nouvelle version du label ISR plus dur, plus strict. Oui. Voilà, à partir du moment où vous avez certaines valeurs qui sont plutôt bien notées d'un point de vue extra-financier, le secteur de la défense ou des valeurs de la défense peuvent être investis. Il n'y a pas d'exclusion de facto du secteur de la défense. Ensuite, ça dépend société de gestion par société. C'est ce que j'allais dire chez Sycomore Asset Management. Comment est-ce que vous gérez ce sujet ? Parce que déjà, c'est un débat au sein des professionnels de la gestion ISR. C'est un débat un petit peu plus large, effectivement, même au sein de la société. Et derrière, c'est un secteur qui fait des performances en bourse, et donc on pourrait se dire, bah oui, effectivement, c'est un vecteur de performance comme un autre quand on doit délivrer de la performance à ses clients. Exactement. Alors, nous, d'un point de vue extra-financier, on a assoupli notre politique, notamment notre politique d'exclusion ISR. D'accord. Et c'est pas que de la sémantique, mais en fait, j'ai tendance à dire qu'avant, on excluait l'armement, dorénavant, on peut investir dans la défense. Mais c'est pas que de la sémantique. Et quand je reprends les propos d'Éric Lombard, notre ministre de l'économie, on voit bien qu'après l'élection de Donald Trump, on se doit d'investir dans le secteur de la défense pour des raisons de protection de notre souveraineté et de nos valeurs démocratiques. Mais comment on fait la différence entre armement et défense, du coup ? Alors, on arrive, chez Sycomore Asset Management, on a exclu de cette politique d'exclusion le secteur de la défense. D'accord. Et là, donc on a réintégré le secteur de la défense. Exactement. Et là, on arrive sur une analyse extra-financière classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'analyser les valeurs de ce secteur-là de manière différente d'un autre secteur. Donc on va regarder des sujets de gouvernance. D'accord. Et donc dans l'univers européen, on a des acteurs qui ne passent pas, notamment un SAB ne passe pas, c'est pour des raisons d'indépendance du board ou de non-présence de comité de durabilité, ça ne passe pas. Et d'autres acteurs qui peuvent passer, qui sont un petit peu plus ou mieux disant par rapport au secteur et qui peuvent avoir une bonne note extra-financière et donc qui peuvent être investis sur les fonds ISR. Et c'est sûr que quand vous regardez les classements des fonds européens ISR depuis le début de l'année, il y a une grande différence entre les acteurs qui pouvaient investir dans ce secteur-là et ceux qui ne pouvaient pas. Parce qu'on est sur des performances très souvent au-delà des 100% pour les valeurs du secteur. Souvent, quand on essaye de faire la différence entre armement et défense, il y a un enjeu souveraineté qui est mis en avant. La souveraineté, ce n'est pas une catégorie ou un indicateur ISR. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui est pris en compte si c'est un acteur européen, un acteur français ou au contraire un acteur international ? Alors, moi de mon côté, je suis investisseur et gérant sur des fonds européens. Donc on regarde l'ensemble des acteurs européens. Et c'est vrai que quand on se penche sur la situation européenne, on voit bien que les budgets de la défense vont être alloués en priorité
sur des entreprises européennes. Donc D'accord. l'avantage qu'on a de pouvoir investir sur ces acteurs-là européens de la défense, c'est de penser qu'à horizon 2-3 ans, on va avoir en effet des carnets de commandes qui vont se remplir et voilà, des marges qui devraient également bien se tenir. Donc je trouve que dans le secteur de la défense au sens global, l'avantage également est d'investir sur la partie européenne avec une une forte hausse qui devrait arriver sur les budgets défense. Alors c'est allé très très vite au niveau boursier, comme je disais tout à l'heure sur les performances. Maintenant, on a tendance à court terme, mais là c'est plus sur la partie valorisation et financière, être un petit peu plus prudent et espérer que le marché retombe un petit peu. On l'a connu sur les dernières années sur des grandes tendances. On a parlé de l'obésité, du GLP-1, on a parlé de l'intelligence artificielle. Très très vite au début, on a des bulles, ça se tasse un petit peu et c'est sans doute là où il faut revenir sur ces dossiers parce que ça reste des belles histoires de croissance de moyen long terme. Merci beaucoup Olivier Cassier de nous avoir accompagnés donc, dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre fiscalité. Nous allons nous demander ensemble quels sont les investissements qui existent pour optimiser sa fiscalité. Et le timing de l'émission n'est pas anodin, évidemment, puisqu'on se doute qu'avec la période de déclaration de revenus à l'heure actuelle, c'est une question que vous vous posez toutes et tous. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Pierre-Elliott Blum. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé spécialisé sur les sujets de fiscalité chez Lumet Avocat. Alors, on est dans une période de déclaration de revenus. Certains d'ailleurs ont déjà vu cette période se terminer. D'autres commencent à se poser la question peut-être avec un petit peu de retard. Souvent quand on déclare ses revenus, on a une première estimation de ce qu'on va devoir ensuite payer en termes d'impôts et on se dit tiens, si j'avais fait des investissements pour optimiser ma fiscalité. Alors peut-être d'ailleurs Thaïs Castan, première question, que c'est un mauvais raisonnement de réfléchir en matière de fiscalité uniquement quand on veut faire des investissements. Mais pour autant, on peut avoir parfois des investissements qui nous donnent en plus une certaine manière d'optimiser sa fiscalité. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas le critère numéro 1 d'un investissement, c'est pas la réduction d'impôts à proprement parler, parce que si c'est le cas, on fait un mauvais investissement en soi. Donc il faut regarder d'autres paramètres, notamment la situation du client, sa capacité, ses attentes, son échéance. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais si en plus de cela, on peut faire une pierre deux coups et bénéficier d'une optimisation fiscale, pourquoi pas? Mais ce qu'on va regarder avant toute chose, c'est si l'investissement en lui-même, au-delà de la réduction d'impôts, a un intérêt pour le client. Pierre-Elliott Blum, est-ce que dans cette période particulière de déclaration de revenus et d'anticipation fiscale, ou en tout cas de calcul effectivement des impôts payés sur le revenu, vous voyez beaucoup plus de questionnements sur les manières d'optimiser sa fiscalité sur l'année prochaine? Tous les ans c'est pareil ou pas forcément? Alors souvent les questions qu'on a, c'est est-ce qu'on peut optimiser la déclaration qu'on va déposer cette année? D'accord. Souvent, on leur dit que c'est un peu trop tard parce qu'on s'y prend vraiment au dernier moment et donc il n'y a pas grand-chose... si ce n'est certaines charges qu'on peut passer ou certaines optimisations sur des déclarations spécifiques qu'on peut effectuer. Mais non, il n'y a pas de magie à faire sur l'année N quand on déclare l'année N-1. En revanche, effectivement, on peut anticiper des investissements, mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Un investissement qui est purement effectué pour des questions fiscales, de réduction d'impôts ou de crédit d'impôt, ce n'est pas toujours les investissements à préconiser, parce que souvent, quand on a une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt octroyé, c'est que l'État veut inciter des investisseurs à développer soit un marché immobilier, pour parler par exemple du Pinel, soit pour un marché industriel sur le Girardin par exemple, et qui donc bout à bout va amener certes une réduction d'impôt, mais qui est un investissement qui peut être réalisé des fois à perte, comme c'est le cas du Girardin, où on sait déjà dès le départ que par exemple on n'aura pas de plus-value à la sortie. Donc effectivement l'investissement c'est intéressant, mais je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large sur quelles seraient les plus-values qu'on pourrait générer par rapport à mon patrimoine, et surtout si c'est intéressant sur du long terme. Eh ben, on va peut-être commencer, alors j'avais pas du tout prévu de commencer par le Girardin, mais allons sur le Girardin. De quoi on parle concrètement? On parle d'un investissement à perte, on sait dès le début, ça c'est sûr, et on va aller investir dans du matériel agricole, hein, c'est ça? Notamment, voilà. C'est sur des investissements généralement en dom-tom où on va... Prenons l'exemple d'un jardin industriel où on va acheter un matériel industriel ou un matériel agricole, par exemple, qu'on va financer. D'accord. C'est souvent des financements avec plusieurs investisseurs qui est porté par une société de projet. Donc pour des agriculteurs en Outre-mer? Par exemple, exactement. Et on va bénéficier d'une certaine réduction d'impôt sur le montant de l'investissement. La difficulté de ces investissements-là, c'est effectivement que l'investissement est à perte, puisqu'on n'aura pas de plus-value à la sortie. Donc on sait déjà que l'avantage qui est généré par cet investissement-là, c'est la réduction d'impôt. D'accord. Et qu'il n'y aura pas de
de sortie favorable à la fin du projet. Et autre difficulté, c'est surtout qu'on a des conditions assez strictes à respecter, et c'est souvent des conditions qu'on ne maîtrise pas, puisqu'il faut notamment que le matériel soit utilisé pendant un certain nombre d'années, etc. Et donc, il y a certains cas de remise en cause qui peuvent être appliqués sur 8 ans. Remise en cause par l'administration fiscale qui dit, attention, le matériel n'a pas été utilisé pour ce que vous m'avez dit, même si vous n'avez pas la maîtrise dessus. Et là, pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un redressement fiscal? Exactement. Très clair. Thaïs Castor, on va peut-être pas revenir sur le Girardin, à moins qu'il y ait un petit mot à ajouter sur... Non, pas de mots supplémentaires sur le Girardin. Question générale, quels investissements pour optimiser sa fiscalité? Moi, je pensais qu'on allait commencer par parler du PER, par exemple, ou de l'immobilier. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, ou qu'est-ce qui marche le plus quand on veut faire un investissement et en profiter pour optimiser sa fiscalité? En fait, de manière générale, au sein du cabinet, on pense qu'il y a un peu deux manières de voir les choses en termes de réduction d'impôts. Il y a effectivement les réductions d'impôts, les investissements qui permettent à la fois de capitaliser, de faire travailler son argent, tout en générant une optimisation fiscale. Donc là, on cherche le critère financier, pur et dur, donc investissement immobilier. La seule chose, c'est qu'en immobilier, un peu comme le Girardin, certains investissements sont décriés, notamment les dispositifs Pinel et les précédents qui ont eu lieu avant. Bon, les de Normandie, ça n'a pas un succès fou. Et après, les dispositifs pour les monuments... Alors, Pinel, on investit dans le neuf. De Normandie, on réhabilite dans certaines zones de l'ancien. Voilà, des logements anciens, réhabilités dans des centres-villes, idéalement. Mais bon, en fait, on trouve assez peu d'offres, finalement, intéressantes, du moins. Et du coup, il y a peu de succès sur ce type de loi qui, à l'origine, le projet est intéressant. Oui, bien sûr. Mais dans les faits, ça se pratique assez peu. Si je comprends bien, alors effectivement, le Pinel et de Normandie, c'est deux dispositifs différents. Ça peut marcher dans certains cas, mais ce que vous constatez, c'est que ce qui arrive aussi, c'est qu'en fait, on a la carotte fiscale quelque part, mais la performance n'est pas au rendez-vous, c'est ça? En fait, souvent, on surpaye le prix. Parce que dans le cas du Pinel, on achète dans le neuf, donc on achète 20, 30, voire même parfois 40% au-dessus du prix du marché. Et c'est exactement le même principe qu'une voiture neuve. Ça veut dire quand on sort du garage ou dès qu'on a les clés en main, le bien est considéré comme ancien. Donc déjà, il y a une décote au moment de la revente qu'il faut amortir. Et ça, on peut l'amortir que dans le temps. Bien sûr. Ensuite, il y a aussi les frais d'acquisition. C'est le principe de l'immobilier, des frais de notaire, des frais potentiellement d'agence, des travaux, les impôts. Dans le neuf, normalement, il n'y a pas de travaux, mais... Normalement, il n'y a pas de travaux. Enfin, l'entretien, en tout cas, sur la durée du bien. Et puis ensuite, il y a les impôts locaux qui ont tendance à augmenter. Donc voilà, il y a différentes charges à prendre en considération qui viennent gréver l'investissement en bout de chaîne. Mais pour finir, juste sur l'expliqué tout à l'heure, donc il y a les investissements immobiliers, effectivement, d'un certain côté. Il y a aussi le LMNP, on n'en parle pas forcément, mais c'est un dispositif qui n'est pas mis en place par l'État pour réduire son impôt. C'est quand même un dispositif qui est mis en place quand même pour amortir et neutraliser la fiscalité sur les revenus fonciers. Donc on peut appeler ça aussi un outil de création de patrimoine en optimisant son impôt. Et puis ensuite, sur la partie un peu plus placement financier, comme vous l'abordiez à l'instant, oui, il y a les dispositifs comme les plans d'épargne retraite qui ont été dépoussiérés depuis 2019 avec la loi Pacte, qui permet quand même plus de flexibilité au sein de l'investissement, plus de liquidité aussi, et une meilleure personnalisation de l'enveloppe. Ça, c'est intéressant. Pierre Blum, j'aimerais revenir sur les sujets immobiliers, parce qu'effectivement, on a mentionné le Pinel, le Malraux, le de Normandie, mais on aurait pu aussi mentionner le Malraux. Là, il faut savoir dans quoi on met les pieds, globalement. Il ne faut pas juste regarder la carotte fiscale, il faut être prêt, connaître l'investissement immobilier, savoir et se demander surtout pourquoi est-ce que l'État me fait un cadeau ici, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a effectivement potentiellement ou un risque ou une durée de détention ou en tout cas des conditions à respecter. Complètement. Il y a des conditions assez strictes à respecter. Il faut notamment, quand on regarde par exemple le Pinel, on a un certain nombre d'informations à collecter en amont du projet, la date de finalisation, la date d'achèvement des travaux, etc., pour savoir exactement sous quel régime on se situe. Et il faut respecter toutes les conditions qui sont fixées par la loi et qui sont assez strictes. Alors après, il y a beaucoup de contribuables qui le mettent en place. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais malgré tout, il faut être informé dès le départ que ce n'est pas simplement un investissement immobilier simple. Il y a des conditions à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt. Nous, d'un point de vue purement conseil, quand on a des clients qui nous posent des questions sur les modalités d'optimisation, on s'attache davantage à regarder quel est le projet global, quel est le montant qu'on veut investir, quelle est la structuration du patrimoine et comment on peut, via un investissement qui va être intéressant, optimiser la fiscalité. D'ailleurs, on n'aborde pas la fiscalité en amont
d'un projet d'investissement. C'est-à-dire que c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut investir, comment on veut l'investir, avec quoi, comment on finance, et ensuite comment on peut l'optimiser. Et l'exemple du LMNP est un exemple parfait. Alors, il y a eu effectivement des modifications assez récentes dans la loi de finances qui ont un petit peu, je dirais, limité l'avantage fiscal du régime, mais malgré tout, durant la vie de location, ça reste le régime le plus intéressant pour les particuliers. Et donc voilà, on les oriente plutôt là-dessus. On essaye de leur indiquer que, par exemple, si on a de l'IFI, on peut créer de la charge pour réduire avec les jeux du plafonnement. Donc voilà, c'est un jeu global, une vision globale, et c'est pas simplement un régime de réduction vers lequel on va tendre parce qu'on veut avoir la réduction. Donc on commence systématiquement, si je comprends bien, que ce soit le point de vue conseil gestion de patrimoine ou le point de vue conseil avocat spécialisé en fiscalité, on commence de toute façon par réfléchir investissement avant de réfléchir fiscalité, Thaïs Castan. Absolument, c'est ça. On réfléchit plutôt approche globale vis-à-vis de la situation du client et ensuite spécifique. Et s'il y a une réduction d'impôt, tant mieux en fait. Alors du coup je change ma question. À l'heure actuelle, en 2025, quand on remplit sa déclaration de revenus, est-ce que quand on vous pose la question de la fiscalité, vous constatez qu'il y a des choses qui sont faciles à faire et que beaucoup n'ont pas fait? Je reviens sur le PER, ça se trouve ça n'est pas du tout le cas, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire facilement, ça n'aurait pas changé grand-chose? Thaïs Castan et ensuite Pierre-Éliott Blum. Alors souvent, je constate que les clients oublient, parce qu'au fil d'une année, la vie fait que, par exemple, déduire tous les frais d'acquisition ou de souscription, notamment quand on a eu recours à un crédit bancaire. D'accord. On a la possibilité de déduire fiscalement, au même titre que ces charges d'intérêt d'emprunt, d'assurance, taxes foncières et compagnie, les frais de dossier, l'assurance du prêt, les intérêts d'emprunt. En général, les intérêts d'emprunt, on s'en souvient. Mais voilà, toutes ces petites charges au début de l'investissement que des clients On parle d'investissement, pas d'acquisition de résidence principale. Oui, bien sûr, parce que c'est uniquement pour les investissements locatifs. Pour la résidence principale, on n'a pas la possibilité de déduire ces charges-là. Mais les clients, en fait, au cours d'une année, ont vécu tellement de choses qu'au moment de la déclaration en N+1, ne s'en souviennent plus. Et donc, on a la possibilité quand même de rattraper, ça c'est bon à savoir, sur les 4 prochaines années, des charges qu'on n'aurait pas déduites la bonne année. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses assez faciles à faire qu'on peut effectivement lancer assez facilement quand on voit, par exemple, quand on fait une analyse patrimoniale globale, quelque chose qui systématiquement est sous-estimé, par exemple, ça arrive, ça, ou ça dépend vraiment, c'est du cas par cas? Nous, on le voit assez fréquemment sur tout ce qui est revenus locatifs, les revenus fonciers notamment, où on constate souvent qu'il y a une omission assez importante d'informations qui nous sont transmises sur des travaux, sur des primes d'assurance, sur des intérêts même des fois d'emprunt. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut constater. J'ai eu l'exemple encore hier d'une cliente qui a des frais de garde, par exemple, pour des enfants en crèche et qui ne m'envoie pas les justificatifs. Ça, c'est des choses qu'on peut déduire. Donc, parce que ça donne lieu à un crédit d'impôt, c'est ça? Exactement. Donc c'est des dépenses plutôt globales au moment de la déclaration qu'on peut constater d'une manière assez simple. On constate qu'il y a un enfant qui est déclaré, qui est rattaché au foyer. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de crédit d'impôt pour crèche. Bon, voilà, on peut poser la question. Donc, c'est des choses que nous, on a l'habitude de voir. Et après, si on veut voir un peu plus large sur des investissements, effectivement, il y a le PER. Alors, le PER, il est assez en vogue en ce moment et à la fois aussi un peu décrié quand on regarde les frais de dossier, etc. et les frais qui sont issus de ces contrats-là. Mais malgré tout, il permet une certaine optimisation sur les salaires qui est un petit peu, je dirais pas la seule, mais qui est une des, avec évidemment les charges, le frais réel, mais qui est une des seules optimisations aujourd'hui appliquées. Et puis après, si on a des investissements en actions, on peut ouvrir des PEA. Donc il y a tout un panel malgré tout d'optimisation de la fiscalité de l'investissement, mais ça se voit sur du long terme. Pour simplifier, moi j'aime bien résumer les réductions d'impôts en 3 catégories. Et la première, c'est la catégorie de l'investissement, comme on vient de le dire, l'investissement immobilier, l'investissement financier via le PER. Il y a aussi tout ce qui va être la catégorie donc, des frais liés à son quotidien, donc des frais à domicile, des frais de garde, de jardinage extérieur et compagnie. Et puis après, il y a la catégorie, je dirais, conviction. Ça veut dire des investissements qu'on va faire par conviction propre et personnelle, que ce soit via des SOFICA, via potentiellement les DOM ou via des dons également qui peuvent permettre de réduire son impôt. On n'a effectivement pas parlé des SOFICA, mais on a fait pas mal d'émissions effectivement sur l'investissement dans le cinéma, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Merci Thaïs Castan, associé au sein du cabinet LEA Finance. Merci également Pierre-Éliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité chez Lumet Avocat. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment protéger un enfant vulnérable ou un enfant en situation de handicap? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Jouvin. Bonjour Guillaume Jouvin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Et alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels sont les mécanismes qui existent pour protéger un enfant en situation de handicap d'un point de vue patrimonial, Guillaume Jouvin.
Oui, tout à fait. Alors, en introduction, je voudrais rappeler quand même, en France, il y a entre 5 et 12 millions de personnes en situation de handicap. Et tout particulièrement au niveau des enfants et des adolescents, ils sont 175 000 à être accompagnés dans des établissements médico-sociaux. Que peuvent faire du coup les parents pour accompagner, alors d'un point de vue patrimonial, leurs enfants en situation de handicap ou comment pour les protéger patrimonialement? Alors, lorsque les parents sont là, c'est assez simple. Les parents exercent l'autorité parentale, tout va bien. À ce sujet-là, sais-tu, Nicolas, que qu'il est possible de prévoir en cas de décès une tutelle dative, c'est-à-dire que les parents vont désigner qui sera le tuteur à leur décès. D'accord. Et ce choix s'impose au juge. Donc pour faire ça, c'est très simple, un testament ou un acte notarié. Les limites par contre de cette tutelle dative, c'est que les pouvoirs sont limités parce que c'est un tuteur, donc il y a parfois l'intervention du juge, et par ailleurs, ça ne fonctionne que durant la minorité. Donc par rapport à ça, on préférera faire un mandat de protection future. Donc le mandat de protection future, c'est un acte notarié signé par les parents, et les parents vont désigner une personne qui sera en charge de représenter l'enfant en situation de handicap. Alors, c'est un contrat sur mesure, donc il est possible de prévoir 2 volets. Un volet pour la gestion de patrimoine, qui va gérer les actifs financiers, immobiliers, et également qui va gérer les relations personnelles. Donc qui s'occupera des soins, qui s'occupera des loisirs, qui s'occupera du logement de cet enfant. On peut avoir 2 personnes distinctes. D'accord. Et au niveau de ces pouvoirs, ils sont encadrés. On peut avoir des pouvoirs plus larges que ceux d'un tuteur. Et donc, qui dit pouvoir large, dit nécessairement encadrement et dit contrôle. Si rien n'est prévu, le contrôle sera organisé par le notaire. Une fois par an, on va regarder le compte de gestion. Donc, le notaire étant peu rémunéré, on peut trouver mieux comme système de protection. Donc, on peut prévoir une sorte de contrôleur supplémentaire qui va contrôler la mission du mandataire. Bref, c'est du sur-mesure. Et là, on parle donc de 3 personnes au maximum, qui sont quoi? Dans l'entourage, qui sont des professionnels, qui sont désignés parce que membres de l'État, par exemple? Ce sont les parents qui choisissent. D'accord. Il n'y a pas mieux que les parents pour choisir qui accompagnera effectivement leur enfant. Alors, assez souvent, on va voir un proche de la famille pour tous les aspects personnels, aide aux soins notamment. Par contre, pour la gestion du patrimoine, soit on a quelqu'un de compétent dans la famille, soit éventuellement on peut recourir à un professionnel. C'est libre. Est-ce que lorsque l'on est parent d'un enfant en situation de handicap, protéger patrimonialement son enfant veut dire lui donner des actifs si par exemple on sait que l'enfant en situation de handicap aura du mal à travailler à sa majorité? Alors effectivement, la donation est quelque chose de tentant. La première chose, c'est que d'une manière générale, il vaut mieux transmettre ses actifs le plus tôt possible à ses enfants, pour des raisons fiscales, et par ailleurs, il y a une exonération spécifique, un abattement plutôt pour les personnes en situation de handicap. D'accord. 159 325 € pour une personne qui est en situation de handicap, c'est-à-dire qui n'est pas capable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, ou un enfant qui ne peut pas avoir une éducation satisfaisante, en tout cas une acquisition d'un niveau scolaire normal. D'accord. Malgré tout, ce n'est pas parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'il faut donner trop tôt. Parce que donner un patrimoine à un enfant en situation de handicap, ça veut dire potentiellement réduire les aides sociales. Parce que la personne en situation de handicap a des aides versées par l'État, l'allocation adulte handicapé ou le Conseil général, l'allocation hébergement notamment. Et plus l'enfant a de ressources, plus les aides sociales sont faibles, étant donné que les aides sociales ont un caractère subsidiaire. Donc le réflexe pourrait être, dans ce cas-là, de ne donner que la nue propriété des actifs, ou bien, dans ce cas-là, d'aller sur des contrats spécifiquement dédiés aux personnes en situation de handicap, notamment le contrat d'épargne handicap. Très vite sur le contrat d'épargne handicap, c'est un contrat d'assurance vie, souscrit par l'enfant, la personne en situation de handicap, avec l'avantage de l'assurance vie, plus 3 avantages fiscaux supplémentaires. Les primes versées donnent droit à une réduction d'impôt, 25% dans les limites de 1 525 €. Les intérêts ne sont pas pris en compte dans les ressources, et les prélèvements sociaux ne sont pas prélevés au fil de l'eau. Très 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 rapidement, comment est-ce qu'on fait quand les parents sont plus là? Lorsque les parents sont plus là, effectivement, l'enfant handicapé va recevoir des actifs. Donc, première situation, d'une manière générale, les parents vont se dire « je voudrais que mon enfant ait des revenus et je voudrais également préserver l'intégralité, en tout cas l'intégrité du patrimoine familial ». Donc, on pourrait se dire « l'enfant en situation de handicap aura une rente viagère ». Le problème de la rente viagère, c'est que les capitaux sont dilapidés et que la rente viagère est calculée sur l'espérance de vie d'une personne en bonne santé, donc pas forcément l'avantage de cet enfant en situation de handicap. On pourrait donc également penser à transmettre un patrimoine immobilier à cet enfant.
Les loyers permettront d'avoir des revenus à l'enfant en situation de handicap. Par contre, au décès de cet enfant, ce bien immobilier repartira généralement chez ses frères et sœurs avec des droits de succession très importants, 45% assez vite. Donc on aura droit de succession au décès des parents, droit de succession au décès de l'enfant en situation de handicap. Pour éviter cet écueil, très rapidement, on pense aux libéralités résiduelles ou graduelles qui permettent de transmettre les biens immobiliers à l'enfant, à charge pour lui de transmettre ce qu'il en reste à ses frères et sœurs. Et là, les droits de succession sont limités parce que les droits de succession s'imputent et on n'a pas de fiscalité entre frères et sœurs. Merci Guillaume Jouvin, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.